Mon mari et sa maîtresse sont morts dans un accident, et tout le monde veut que j'élève leurs enfants comme les miens, mais les seules choses que j'ai jamais élevées sont des rapports et un peu de vengeance dans leur groupe d'église. Désolé d'utiliser un nouveau compte, je sais que c'est un signal d'alarme, mais je ne veux pas risquer de poster depuis mon ancien compte Reddit. Mon mari, 49 ans, et moi, 45 ans, étions mariés depuis 23 ans. Il avait une liaison avec une jeune femme de 20 ans depuis 2020. Je l'ai découvert cette année quand sa maîtresse a donné naissance à des jumeaux en mars. Évidemment, nous allions divorcer. Nous étions en train de régler tout cela depuis, un long processus à cause des biens en commun et parce que nous avions besoin d'un comptable, il avait utilisé notre compte joint pour financer sa liaison. Tout semblait enfin proche d'une conclusion quand mon mari et la femme avec qui il me trompait sont morts dans un accident de voiture. Par miracle, les bébés jumeaux n'ont pas été blessés dans le crash. Ils sont maintenant orphelins et aucun des deux côtés de la famille ne peut les prendre de façon permanente. Les parents de mon mari vivent en résidence assistée, il n'a pas de frère ni sœur, et la seule tante qui pourrait les accueillir refuse catégoriquement. Elle a fait le choix de vie de ne pas avoir d'enfants. Du côté de la femme, je ne connais pas tous les détails, mais ses parents ne peuvent pas non plus s'en occuper à long terme, et sa seule sœur vit à l'étranger. Comme nous étions toujours mariés et qu'il n'avait pas mis à jour son testament, tous ses biens doivent être transmis à moi et à nos deux filles. Je ne suis pas assez sans cœur pour laisser ces bébés sans rien, donc j'ai accepté que la personne qui deviendra leur tuteur légal reçoive le reste de notre compte joint, environ 25 000 $ d'économie. Le problème, c'est que personne ne veut les prendre. Et maintenant, mes beaux-parents me mettent la pression pour que je les adopte et que je les élève. Le problème, c'est que je ne veux pas. Du tout. Je ne les aimerai pas, et je ne veux pas être la belle-mère méchante. Je sais qu'une partie de moi gardera toujours du ressentiment envers eux. Je favoriserai sûrement mes propres filles. Ce n'est pas leur faute, mais j'aimais vraiment mon mari et je pensais que nous étions heureux avant de découvrir l'infidélité. Nous avons deux filles, 14 et 16 ans. Nous avions évidemment des désaccords, mais jamais d'insultes avant. Puis j'ai découvert la liaison, et il a commencé à m'insulter et à me blâmer pour son infidélité. Il est devenu violent, et a même essayé de me mettre dehors de ma maison d'enfance, qui, pour info, n'est pas un bien commun. Maintenant, j'élève seule deux adolescentes. Je n'ai pas l'énergie de m'occuper de bébés. Mes filles détestent leurs demi-frères et sœurs. J'ai essayé de les convaincre de voir leur père pendant le divorce, mais elles ont refusé. Comme toute cette histoire a éclaté à cause des bébés, il n'y avait aucun moyen d'adoucir la réalité. Et elles sont trop âgées pour s'en accommoder, si je puis dire. La plupart de mes amis sont d'accord, ce n'est pas ma responsabilité de m'occuper de ces enfants. Mais mes beaux-parents, les parents de la maîtresse de mon mari, et même ma propre mère veulent que je les élève. Je sais que ma mère a juste la fièvre des bébés, mais ça fait quand même mal de ne pas avoir son soutien. Je dois prendre une décision d'ici la semaine prochaine, sinon les enfants iront en famille d'accueil. Pour l'instant, ils sont temporairement chez leurs grands-parents maternels. Je me sens affreuse, mais je suis sûre de ne pas pouvoir les prendre. Est-ce que ce serait mal de refuser de les accueillir? Mise à jour 1. Ce post a pris beaucoup plus d'ampleur que je ne le pensais, et je vous remercie pour vos bons vœux envers mes filles, les bébés et moi. Je suis aussi reconnaissante envers toutes les personnes bienveillantes qui ont proposé de m'aider à trouver un bon foyer pour les jumeaux. Je ne suis pas leur mère, mais ça me touche de voir qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Après mûre réflexion, discussion avec mon avocat, lecture des réponses, et beaucoup de recherches, je compte parler aux grands-parents demain et refuser la tutelle légale des enfants. Je leur donnerai les pseudos des personnes qui se sont proposées pour une adoption privée ou un accueil familial, mais mes filles restent ma priorité. Ce sera ensuite aux grands-parents des jumeaux de décider s'ils veulent procéder à une adoption, les garder eux-mêmes ou les confier à l'État. J'aimerais avoir la force mentale d'être la personne qui fait cela, mais j'ai deux filles qui traversent beaucoup de choses et qui ont besoin de toute mon attention. Je vais également parler aux avocats pour déterminer si les enfants ont des droits d'héritage. Si oui, je mettrai de côté ce qui leur revient afin qu'ils y aient accès au moment opportun. Si ce n'est pas le cas, je trouverai un moyen de leur faire parvenir les 25 000 $ que j'avais prévu de leur donner dès le départ. Mais je n'en ferai pas plus. Peut-être que ma boussole morale est un peu tordue, mais je ne pense pas avoir une obligation morale ou légale d'aller au-delà de ce que la loi exige. Je ne peux pas aider tout le monde, et je ne devrais pas avoir à le faire. J'ai deux filles qui ont perdu leur père, deux filles qui ont besoin de thérapie, deux filles qui vont bientôt partir à l'université. Elles ont déjà assez souffert sans devoir voir leur mère favoriser les enfants de la maîtresse de leur père. Mise à jour 2. Comme je l'avais mentionné il y a 2 nuits, hier, je suis allé parler aux grands-parents des jumeaux. Je leur ai expliqué ma position et j'ai refusé de prendre la tutelle des enfants. Ma belle-mère a failli me gifler quand j'ai dit cela, mais heureusement, nous étions dans un lieu public et mon beau-père l'a arrêté. Les grands-parents maternels ont supplié que je les élève, car ils ne voulaient pas les perdre. J'ai continué à refuser, et quand ils m'ont traité d'égoïste, j'ai perdu mon sang-froid. Je leur ai dit en face que les seuls égoïstes dans cette histoire, c'étaient eux, et leur fils et sa maîtresse. Leur fils, mon mari, pour m'avoir trompé et pour avoir rendu le divorce infernal pour moi et mes filles. Sa maîtresse, parce qu'elle était une briseuse de ménage, j'ai utilisé un autre mot,
qui s'est engagée avec un homme marié 2 fois plus âgé qu'elle. Je leur ai dit que s'ils essayaient encore de me contacter, je déposerais une injonction de non-communication. J'ai également informé mes beaux-parents qu'ils n'auraient plus accès à mes filles pour le moment. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Nous étions dans un restaurant, mais je ne suis pas resté pour le repas. J'ai ensuite envoyé un mail à mon avocat pour m'assurer que les services de protection de l'enfance et toutes les agences concernées soient au courant que je ne serai pas la tutrice légale des jumeaux, ni impliquée dans leur cas. J'ai également envoyé à mes beaux-parents la liste des pseudos et des sites des personnes sur Reddit qui s'étaient proposées pour rencontrer ou adopter les jumeaux. Je ne serai plus impliqué à partir de maintenant, donc, aussi gentilles que soient leurs offres, je ne pourrai pas aider davantage s'ils sont intéressés par les enfants. Hier marquait la fin de mon implication. Quant à la raison pour laquelle mes beaux-parents ne verront plus mes filles, j'en ai parlé avec elles avant d'aller voir les grands-parents. Ma fille cadette refusait de me parler, ce qui était très étrange de sa part. Ma fille aînée a demandé à me parler en privé. C'est laquelle m'a expliqué que mes beaux-parents leur avaient dit qu'elle devait se préparer à aller dans une école publique au lieu d'une école privée, et à trouver un travail dès la fin du lycée, puisque je devrais payer l'école et l'université des jumeaux. Apparemment, ils leur ont aussi dit de commencer à déménager leurs affaires pour partager une chambre, car les jumeaux auraient besoin de plus d'espace. Je ne savais rien de tout cela. Principalement parce que cela n'allait jamais arriver. Apparemment, mes beaux-parents ont carrément harcelé les filles, sous prétexte que les bébés devaient passer avant tout. Eh bien, ça n'arrivera pas. J'ai dit à mes filles que leurs grands-parents n'avaient aucun mot à dire sur leur école, leurs fonds universitaires, ni sur la façon dont les chambres sont réparties dans notre maison. Je leur ai aussi dit que je suis d'accord pour qu'elles aient un petit boulot pendant leurs études et qu'elles essaient d'obtenir une bourse, mais que leurs frais de scolarité seront payés. Je leur ai dit de ne pas blâmer les bébés pour la stupidité des adultes. Elles ont dit qu'elles comprenaient, mais qu'elles ne voulaient pas, pour l'instant, avoir de contact avec leurs demi-frères et sœurs. Ce pour l'instant me donne de l'espoir qu'elles finiront par guérir. Pour l'instant, nous allons faire quelques changements à la maison. Mes filles et moi n'aimons pas qu'il y ait encore un bureau que mon mari utilisait. Nous allons le transformer en salle de jeu pour nous 3. Je compte enlever certaines photos où mon mari apparaît et les mettre dans des albums pour les filles. Nous voulons simplement que la maison nous ressemble davantage. Pour ceux qui se demandent pourquoi mes filles ne voulaient plus rien avoir à faire avec leur père, ce sont elles qui ont découvert la liaison et qui me l'ont révélé, quand leur père les a emmenées à l'hôpital pour rencontrer les jumeaux. Il leur avait demandé de garder le secret, mais mes filles me l'ont dit. Après cela, mon mari a commencé à les traiter horriblement, elles aussi. Il a brûlé tous les ponts avec elles. Mise à jour 3. Une petite mise à jour, puisque certaines personnes continuent de m'harceler en message privé. J'ai parlé à un avocat lundi. Les enfants n'ont aucun droit à l'héritage tant qu'un test ADN n'a pas été effectué. Après cela, leur seule possibilité serait de réclamer quelque chose à mes beaux-parents. Le conjoint n'est pas considéré comme un bien propre de mon mari, il m'appartient donc. Même chose pour la maison du lac. Comme il avait un compte d'épargne personnelle et une police d'assurance vie versée à ses parents, c'est la seule chose à laquelle les enfants pourraient éventuellement prétendre. Évidemment, cela pourrait changer si l'affaire allait au tribunal, mais selon mon avocat, vu à quel point mon mari a laissé peu de choses à mes filles et à moi, il est très peu probable qu'un juge ordonne de puiser dans nos biens. L'avocat m'a aussi conseillé d'abandonner complètement l'idée de partager de l'argent avec les enfants. Cela pourrait être utilisé contre moi pour affirmer que j'assume une responsabilité financière et devrais être considéré comme leur tutrice légale. Je réserve donc l'argent du compte joint pour les études universitaires de mes filles. Je ne sais pas encore si je vais vendre la maison du lac, mais ni les filles ni moi n'y sommes attachés. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de l'héritage des enfants. Aussi triste que ce soit, mon mari a tout gâché pour ses enfants. Je ne suis pas responsable d'eux et je n'ai pas à sacrifier mes biens pour leur offrir une meilleure vie. Mise à jour 4. Il y a de bonnes nouvelles et de très agaçantes. La bonne nouvelle, c'est que les services de protection de l'enfance ont retiré les enfants de chez leurs grands-parents maternels et qu'ils vont être placés en accueil temporaire jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée. Je l'ai appris parce que leurs grands-parents, accompagnés de ma mère, sont venus me hurler dessus au travail. Honnêtement, je suis contente que ce soit arrivé là-bas et non à la maison. Ça m'a fait envisager de déménager, car je ne veux pas que mes filles soient exposées à tout cela. Peu après, j'ai reçu un appel concernant mes demandes d'informations sur le placement ou l'adoption. Apparemment, mes informations ont été transmises aux services sociaux comme si j'étais intéressé pour accueillir les jumeaux et éventuellement les adopter. J'ai immédiatement expliqué la situation entre les grands-parents et moi, et l'opératrice est restée sans voix. Elle s'est excusée et m'a assuré qu'elle ferait en sorte que je ne sois plus embêté avec cette procédure. J'ai aussi été notifié ce matin, mes beaux-parents portent plainte pour obtenir des droits de grands-parents. Et ils poursuivent également pour la garde. Apparemment, ils comptent quitter leur résidence assistée, ce qu'ils ne devraient vraiment pas faire, pour acheter une maison afin de récupérer les jumeaux. Et maintenant, ils veulent aussi la garde de mes filles. Mon avocat personnel m'a immédiatement donné des instructions, que je ne partagerai pas, pour protéger mes filles et moi de certains risques en cas de bataille judiciaire. Lui et moi soupçonnons que mes beaux-parents veulent que mes filles s'occupent des jumeaux à leur place, puisqu'ils ont des problèmes de mobilité. Autant dire que cela arrivera le jour où l'enfer gèlera.
Je ne vois pas les services sociaux leur confier les enfants de toute façon. Tout n'est pas si sombre, je commence la thérapie la semaine prochaine, et ma fille aînée recommence à parler des universités où elle veut postuler. Nous n'avons pas encore vraiment parlé de leur père, ni réussi à les emmener sur sa tombe, je n'y suis pas allé non plus, et j'essaie sincèrement de m'habituer à ne plus jamais l'appeler mon mari. Je n'ai eu aucun rôle dans les funérailles, à part payer les factures, et d'après ce qu'on m'a dit, ses parents ont fait graver sur la pierre tombale, époux, père et fils dévoués. Je trouve cela risible. Je sais qu'il est malsain de s'accrocher à la colère et au ressentiment, mais dès que j'aurai le temps, je compte faire changer la pierre tombale pour retirer époux et père. Ça peut sembler mesquin, mais je refuse de parler en bien d'un trompeur et d'un abuseur sous prétexte qu'il est mort. Mes filles méritaient mieux, et moi aussi. Et à ceux qui se plaignent que je vais changer la pierre tombale, c'est moi qui ai tout payé. Alors gardez vos remarques. Je ne pense pas publier d'autres mises à jour avant que toute cette histoire de droit des grands-parents ne soit réglée. Et à toutes les personnes bienveillantes qui ont envoyé leur soutien à mes filles et à moi, merci infiniment. Peut-être que j'aurai de bonnes nouvelles un jour, mais pour l'instant, je retourne sur mon ancien compte Reddit. Petite précision, à la personne qui m'a envoyé un message privé pour dire que je regretterais de ne pas avoir adopté les jumeaux, je ne le regrette pas une seconde. Publiez votre opinion en public ou laissez-moi tranquille. Je ne perds pas mon temps avec des lâches qui préfèrent juger en privé. Mise à jour 5. Certaines personnes demandaient des nouvelles, et honnêtement, je n'en avais pas jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, des cousins du côté de mon ex-mari ont pris les enfants. Je les connais, ce sont des gens adorables, et je sais qu'ils offriront une belle vie aux jumeaux. Les nouveaux parents, appelons-les Matt et Kim, ont parlé avec mes filles et leur ont dit que si un jour elles veulent reprendre contact avec leurs demi-frères et sœurs, elles n'ont qu'à les appeler. Sinon, elles peuvent simplement les considérer comme de lointains cousins. Mes filles les ont remerciés, mais ont insisté sur le fait qu'elles ne veulent pas, pour le moment, de relations fraternelles, même si, en tant que cousins, pourquoi pas. J'avais proposé à Matt et Kim de leur donner l'argent du compte joint, puisqu'ils sont de la famille, mais ils m'ont dit de ne pas m'en faire, qu'ils n'en avaient pas besoin. Kim a même insisté pour que j'utilise cet argent afin de partir en vacances avec mes filles. Apparemment, j'ai l'air d'un cadavre ambulant. Ils ont aussi établi des limites très strictes avec mes beaux-parents et avec les parents de la femme avec qui mon ex avait eu sa liaison. Ils peuvent voir les enfants, mais ils ne seront pas considérés comme des grands-parents. Cela a apparemment provoqué une énorme dispute avec les parents de la maîtresse, et Matt et Kim ont coupé les ponts avec eux. Encore une fois, ces derniers ont menacé de déposer une plainte pour obtenir des droits de grands-parents, mais cela n'a mené nulle part. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris pourquoi les parents de la femme ne pouvaient pas prendre les enfants en charge de façon permanente. Le père est un délinquant condamné dans une affaire d'abus. Je ne vais pas partager les détails par respect, mais si ce que Matt et Kim m'ont raconté est vrai, je suis bien contente que les enfants ne grandissent pas avec cet homme comme modèle. La seule raison pour laquelle sa femme avait obtenu la garde temporaire, c'était à cause de la mort soudaine des deux parents et du temps nécessaire pour trouver un membre de la famille capable d'élever les enfants. Elle aurait dû vivre séparée de son mari pour pouvoir avoir la garde permanente, et elle n'était pas disposée à le faire. Mes ex-beaux-parents ont compris que leurs menaces ne mèneraient à rien, alors ils ont fini par accepter d'être considérés comme grand-tante et grand-oncle, rien de plus. Tant mieux pour eux, j'imagine. Maintenant, ils veulent que je les laisse vivre chez moi avec les filles, puisqu'ils ont quitté leur résidence assistée et que leur établissement n'a plus de place disponible. Cet endroit a une longue liste d'attente, et la seule raison pour laquelle ils avaient obtenu une chambre, c'est parce que mon ex et moi avions payé 5 années complètes d'avance. Il leur restait encore 2 années entièrement payées, que j'étais censé honorer. Mais après tout ce qu'ils ont fait subir à mes filles et à moi, je préférerais brûler cet argent sur un barbecue plutôt que de le dépenser pour eux. Je sais qu'ils veulent que mes filles et moi devenions leurs aidantes, mais je ne l'envisage même pas. Mes filles ont leur propre vie devant elles et, honnêtement, j'aimerais envisager de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je sais que cela peut sembler trop rapide, mais j'essaie d'aller de l'avant depuis que j'ai découvert la liaison. Je ne pense pas que mon ex mérite que je fasse un deuil prolongé. J'ai déjà fait le deuil de notre relation, c'est d'ailleurs ma fille aînée qui m'a fait remarquer cela. Elle m'encourage même à sortir et à rencontrer quelqu'un. Nous avons encore la procédure de garde lancée par mes ex-beaux-parents et d'autres affaires en cours, dont je donnerai des nouvelles quand j'en saurai plus. Mais je voulais au moins que tout le monde sache que les enfants vont bien et qu'ils sont ensemble. Mise à jour 6. Cette semaine, nous avons eu la médiation pour la plainte concernant les droits des grands-parents. C'était censé éviter d'encombrer encore plus le calendrier déjà surchargé du juge, même si je savais d'avance que ça n'irait nulle part. Les demandes de mes ex-beaux-parents, que mes filles soient sous leur garde, ou qu'elles passent la semaine chez eux et le week-end chez moi. Même le médiateur désigné par le tribunal leur a dit qu'ils n'étaient pas réalistes dans leurs attentes. Mon avocat et moi n'avions qu'une seule proposition, non négociable. Ils ne verront mes filles que si et quand mes filles le souhaitent. Le médiateur a trouvé que nous étions injustes. Et c'est là qu'un détail a surgi, mes ex-beaux-parents avaient dit au médiateur que mes filles avaient 6 et 4 ans, soit 10 ans de moins que leur âge réel. J'ai fourni les certificats de naissance et une photo récente des filles. Le médiateur a secoué la tête et a dit qu'il ne pouvait rien faire pour ce dossier. Mes filles sont bien trop âgées pour que la loi considère la question des droits des grands-parents.
Il va recommander au tribunal de rejeter la plainte sur les droits de visite, mais l'affaire de garde continuera, car mes beaux-parents et moi ne sommes pas d'accord sur ce point. Je refuse catégoriquement de leur accorder le moindre pouvoir légal sur mes filles. Ils exigent maintenant que je les désigne tuteurs légaux si jamais il m'arrivait quelque chose. La réponse est non. Et chose étrange, j'ai rencontré la sœur de la femme avec qui mon ex avait eu sa liaison. Elle est venue chez moi rapporter des affaires qu'elle savait voler chez moi. Parmi elles, ma robe de mariée, une boîte à bijoux ancienne contenant une photo de mes grands-parents, des manteaux et chaussures coûteux, et, le plus troublant, des copies de mes documents personnels, passeports, pièces d'identité, etc. Elle m'a expliqué qu'elle nettoyait leur appartement lorsqu'elle a trouvé mes affaires, et qu'elle avait utilisé l'adresse sur les papiers pour me les rendre. Elle a été très gentille et s'est excusée pour sa sœur et ses parents. Je lui ai demandé pourquoi elle avait refusé de prendre les jumeaux, et elle m'a répondu qu'elle en avait assez d'être le plan de secours de sa famille. Elle n'a pas voulu en dire plus, et je n'ai pas insisté. Elle savait que les objets m'appartenaient, car sa sœur s'était vantée que mon ex les lui avait donnés, sauf les documents. Elle ne sait pas d'où ils viennent, mais elle voulait absolument ne rien avoir à faire avec un possible vol d'identité. Elle avait aussi apporté quelques affaires qui n'étaient pas à moi, je les lui ai rendues et j'ai gardé uniquement les miennes. J'ai informé mon avocat au sujet des papiers d'identité, et il m'a aidé à geler mon crédit. Je refais actuellement mes papiers d'identité et mes passeports. Nous avons également signalé le vol d'identité à la police, afin d'avoir un rapport officiel au cas où mes informations personnelles seraient utilisées illégalement ou pour m'incriminer. Je ne savais pas qu'on pouvait déposer une plainte contre une personne décédée, mais apparemment, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et non, cela ne mènera pas à une condamnation posthume, c'est juste une mesure de précaution. Et, pour finir sur une note un peu mesquine, je prévois de brûler ma robe de mariée et de faire griller des marshmallows sur le feu. Mesquin? Oui. Et j'assume. Mise à jour 7. Je n'aurais jamais cru devoir écrire un post à propos de ma mère, mais nous y voilà. Ma mère, 71 ans, et moi avons une relation compliquée. C'est une femme à l'ancienne, une femme au foyer traditionnel, qui n'a jamais travaillé à l'extérieur et a eu bien plus d'enfants qu'il n'est raisonnable, 7 filles et 6 garçons. Elle est originaire du Guatemala et est venue aux États-Unis à 14 ans. Elle s'est mariée ici, a fondé sa famille ici, et a voulu inculquer à ses enfants des valeurs traditionnelles, ce qu'elle a totalement raté. La plupart de mes frères et sœurs vivent aussi loin qu'ils le peuvent d'elle. 2 d'entre eux sont malheureusement décédés. Je suis la seule à être restée proche pour prendre soin de mes parents, et depuis la mort de mon père, j'ai pris en charge les factures pour que ma mère puisse vivre confortablement. Elle a toujours été un cauchemar dramatique, surtout concernant mon mariage. Elle adorait mon mari et prenait toujours son parti. Je ne voulais qu'un seul enfant, mais mon mari voulait autant d'enfants que possible biologiquement. Il m'avait dit qu'il n'en voulait qu'un avant le mariage. Ma mère a aidé mon mari à falsifier ma contraception, et c'est comme ça que je suis tombée enceinte de ma seconde fille. Je ne regrette pas ma fille cadette, mais après sa naissance, j'ai secrètement fait ligaturer mes trompes. Ma mère m'a toujours insulté, disant que j'étais défectueuse parce que je n'avais eu que 2 enfants. Et ce n'est pas tout, elle m'a aussi critiqué pour m'être mariée trop vieille. J'avais 22 ans, elle, 16. Quand la liaison de mon mari a éclaté, ma mère m'a blâmé. Selon elle, c'était parce que je travaillais, que je ne plaisais plus à mon mari, que je ne lui avais pas donné assez d'enfants et que je n'étais plus attirante. Je ne prétends pas être un mannequin, mais je pense être plutôt bien conservé pour mon âge. Je garde la ligne et j'ai encore un visage jeune. Mais non, selon ma chère mère, je n'étais pas à la hauteur pour mon mari, qui avait besoin d'une femme plus proche de l'âge de nos filles que du sien. Elle faisait aussi partie de ceux qui étaient furieux que je refuse d'adopter les enfants issus de la liaison de mon mari. Sa nouvelle lubie, c'est qu'elle essaie de trouver des maris pour mes filles, surtout pour mon aîné. Ce plan insensé a commencé cette semaine, quand ma fille aînée a annoncé qu'elle faisait partie de la communauté LGBTQ+. J'étais heureuse que ma fille se sente assez en confiance pour me dire cela, surtout au milieu de tout ce chaos. Ma fille a aussi décidé d'en parler à ma mère. Ma mère a raccroché immédiatement, puis m'a rappelé pour me hurler dessus, disant que ma fille était confuse et malade. Elle m'a envoyé des liens vers des camps de conversion, des psychologues prétendant que l'homosexualité est une maladie, à mes yeux, des charlatans, ainsi que des articles politiques délirants, etc. Elle a même voulu envisager un exorcisme. Je lui ai dit d'arrêter, sinon elle deviendrait persona non grata, exactement comme mes ex-beaux-parents. Elle a arrêté, littéralement pendant 24 heures. Puis j'ai reçu un message sur Facebook d'un homme d'une vingtaine d'années, me demandant s'il était vrai que je cherchais à marier ma fille de 16 ans. Je lui ai répondu qu'il était malade et je l'ai bloqué. Cette nuit-là, j'ai reçu 6 autres messages similaires. Ensuite, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé des maris potentiels ou pour mes filles, des garçons du lycée. Dire que j'étais en colère serait un euphémisme. Elle est même allée jusqu'à donner les numéros de téléphone de mes filles à certains de ces garçons. Demain, nous allons toutes changer de numéro, et mes filles ont déjà mis leurs réseaux sociaux en privé. Je ne sais pas quelle partie du cerveau de ma mère est détraquée. J'ai fait bloquer leur grand-mère partout et j'ai décidé d'arrêter de payer quoi que ce soit pour elle. Je sais que je devrais appeler la police. Je n'aurais jamais imaginé devoir le faire à propos de ma propre mère.
Cela ne fait que 2 semaines que j'ai dû couper les ponts avec mes ex-beaux-parents. Je suis épuisé. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est quelque chose de normal dans la communauté hispanique, ça ne l'est pas. Mes tantes sont des femmes formidables, la plupart sont elles aussi femmes au foyer. Elles sont de notre côté, soutenant ma décision de rompre tout contact avec ma mère et me suggérant de déménager dans un autre état pour me rapprocher d'elle. Tout cela, c'est uniquement la folie de ma mère. Mise à jour 8. Aujourd'hui, nous sommes allés à la police et j'ai remis toutes les informations que j'avais. L'agent qui nous a reçus a été formidable et a immédiatement aidé mon avocat à constituer le dossier pour obtenir une ordonnance de protection temporaire. Nous prévoyons de déposer la demande cette semaine et espérons l'obtenir d'ici la fin du mois. Ensuite, nous viserons une ordonnance de protection permanente. Elle s'appliquera à ma mère et à toute personne agissant en son nom. L'agent a aussi eu la gentillesse de proposer de passer vérifier chez nous au moins une fois par jour. L'école a été informée de la situation, et un de mes frères va venir vivre avec mes filles et moi jusqu'à ce que nous décidions si, où et quand déménager. Je ne peux pas partir immédiatement, car j'ai toujours mon travail et mes filles sont en milieu d'année scolaire. Pour l'instant, nous sommes en sécurité, puisque mes filles ont de nouveaux numéros de téléphone. Mise à jour 9. Aujourd'hui, une bonne nouvelle concernant ma mère, à partir de novembre 2024, elle sera financièrement indépendante. Il y a également une enquête en cours sur ce qu'elle a tenté de faire à mes filles, ainsi qu'une ancienne affaire familiale qui vient d'être rouverte, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. À cause des accusations portées contre ma mère, nous pourrions obtenir une ordonnance de protection accélérée, puisque des mineurs sont impliqués, croisons les doigts. L'ordonnance temporaire empêchera aussi d'autres personnes de me contacter, notamment mes ex-beaux-parents. D'un autre côté, après discussion avec mes filles, nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'aimons plus notre maison. Cela me rend un peu triste, car c'est ma maison d'enfance, un cadeau de mon père, mais la vérité, c'est qu'elle est trop chargée émotionnellement. Quand je la regarde, je ressens le fantôme de l'infidélité de mon mari partout. Mes filles n'aiment pas non plus vivre si près de leurs grands-parents, et mon frère, qui vit avec nous, m'a dit clairement que la maison ne valait pas tout ce stress. Donc, aussi douloureux que ce soit, je compte faire quelques réparations et vendre ou louer la maison. C'est une grande maison de 9 chambres, bien trop pour nous. Je serais heureuse avec la moitié, pour que mes filles aient chacune leur chambre et moi un bureau. Mon frère continuera à vivre avec nous après le déménagement. Je ne sais pas si ce sera pour toujours, mais il est d'un grand soutien pour ma fille aînée, surtout sur les questions LGBTQ+. Je dois admettre que je ne connais que les bases, alors que mon frère est gay et est sorti du placard il y a près de 30 ans. Il m'a beaucoup aidé à trouver des ressources et à guider mes filles, surtout après la folie de ma mère. Ma fille cadette va aussi beaucoup mieux. Elle reparle normalement et semble moins effrayée de sortir. Elle est même très excitée à l'idée de chercher une nouvelle maison. Elle veut un jardin parfait, alors nous verrons ce qu'on peut trouver. Mon travail m'a proposé une mutation dans un autre état. Il y a aussi une option à l'international, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Un nouveau départ nous fera du bien. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Pas vraiment de mise à jour concrète, mais plutôt des décisions que je prends peu à peu, après avoir lu vos conseils et parlé avec des gens de confiance. À partir de novembre, je refuse officiellement de reconnaître ma mère. En ce qui me concerne, mes parents sont morts avec mon père. Eddie, petite mise à jour, mais je voulais que tout le monde sache que nous allons bien. Je ne peux toujours pas partager beaucoup de détails, mais nous avons enfin une date d'audience pour l'ordonnance de protection. Cela a pris plus de temps que prévu, mais les choses ont été plutôt calmes récemment. Je partagerai plus quand je le pourrai. Mise à jour 10. Ma belle-mère a envoyé ses amis de l'église pour harceler mes filles et moi. J'ai maintenant exposé sa famille à sa communauté religieuse, et elle est désormais honteuse et rejetée dans son église. Mes filles ont une relation compliquée avec leurs grands-parents paternels. Mon ex est mort dans un accident l'année dernière, et depuis, nous avons eu une série de drames familiaux liés à son infidélité et au fait qu'il a laissé 2 enfants issus de sa liaison orphelins. La maîtresse est morte aussi. Une partie du drame vient du fait que mes beaux-parents essaient d'obtenir la garde de mes filles et aussi d'emménager avec nous. Le premier point se réglera au tribunal, le second, jamais. Là où nous vivons, il y a un marché de week-end où l'on trouve des produits frais, des œufs, de la viande et d'autres denrées directement auprès des agriculteurs. Cette semaine était particulièrement spéciale, car c'était l'anniversaire de ma fille cadette. Sa fête aura lieu plus tard dans le mois, alors je lui ai donné un petit budget et l'ai laissé faire ses achats au marché, principalement du chocolat et des bonbons. Au bout d'une heure, j'ai commencé à m'inquiéter, et juste avant que je ne l'appelle, elle m'a appelé en pleurs, disant que des gens étranges l'avaient encerclée. J'ai couru vers elle avec ma fille aînée et j'ai trouvé 6 femmes âgées en train de la réprimander parce qu'elle n'était pas chrétienne, parce qu'elle refusait de passer du temps avec ses grands-parents paternels, et parce qu'elle ne voulait pas être une bonne grande sœur pour ses pauvres demi-frères orphelins. Ce sont pourtant mes filles qui ont découvert l'infidélité de leur père et l'existence des bébés, alors elles ne ressentent aucun lien avec eux. C'est un traumatisme, et elles travaillent dessus avec une thérapeute. Je me suis interposé entre le groupe et ma fille, j'ai dit à mon aîné de payer ce que sa sœur avait pris et d'aller à la voiture. Ensuite, je me suis adressé aux femmes, dont certaines que je connaissais,
issues de l'église de mes beaux-parents, et je les ai remises à leur place, fermement. Elles m'ont dit que j'étais encore pire parce que je n'obéissais pas à mes beaux-parents comme une bonne épouse chrétienne. Révoltant. Finalement, les cris ont attiré trop d'attention et on nous a toutes prié de quitter le marché. J'ai rejoint mes filles à la voiture pendant que les femmes nous suivaient comme des vautours. J'ai réussi à monter et nous sommes partis. Après que mes filles se sont endormies, je suis allé en ligne parler à un membre de l'église avec qui j'entretiens encore de bons rapports. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, après s'être excusé, il m'a expliqué ce qui se tramait. Ma belle-mère avait publié une longue histoire sur le groupe Facebook de l'église, expliquant à quel point mes filles et moi étions horribles, que nous les laissions sans abri ni argent, alors qu'elles ont hérité du compte bancaire et de l'assurance vie de mon ex, et que mes filles ne leur parlaient même plus. Elles nous rendaient aussi responsables de la perte de leurs petits-enfants bien-aimés. Les enfants vivent désormais avec des parents éloignés de mon ex-mari. En gros, c'était une histoire astérisque digne d'un film Hallmark astérisque, et bien sûr, ils ont reçu beaucoup de soutien de la part des membres les plus extrémistes de leur église. Cette église est un peu problématique, surtout concernant les questions LGBTQ+, mais elle a une qualité, elle est très stricte sur l'infidélité. C'est totalement inacceptable, que ce soit de la part du mari ou de la femme. Alors, comment ma belle-mère a-t-elle réussi à me faire porter la faute pour les enfants adultérins sans révéler la liaison? Elle a affirmé que l'autre femme était notre mère porteuse, car je ne pouvais plus avoir d'enfants, et que je ne voulais pas des bébés parce qu'ils étaient des garçons. C'est absolument répugnant d'être accusé de cela. J'ai décidé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure, et comme j'étais en pleine procédure de divorce quand mon ex est mort, j'avais toutes les preuves nécessaires. Comme le divorce n'était pas finalisé, je ne risquais rien légalement à montrer ces preuves. Le lendemain, je suis allé dans un magasin d'impression pour faire des copies de toutes les photos de l'infidélité de mon ex, de ses messages avec sa maîtresse, de ceux montrant ses parents soutenant la liaison, des messages de harcèlement qu'il m'avait envoyés pendant le divorce, et, pour la touche finale, de tous les emails et messages dans lesquels ils insultaient mes filles à cause de leur demi-frère. Dans l'un d'eux, ils appelaient mes filles des bâtardes et disaient que la mort de leur père était de leur faute, parce qu'elles m'avaient révélé la liaison et que j'avais demandé le divorce. C'était 2 jours après la mort de mon ex. J'ai payé un supplément pour que tout soit imprimé sur du papier de haute qualité. Puis, à la maison, j'ai passé des heures à fabriquer des dossiers personnalisés. Ils ressemblaient aux petits livrets de chant que l'église distribue pour que tout le monde puisse chanter. La première photo qu'on voit en ouvrant les dossiers, mon ex et sa maîtresse s'embrassant dans notre salon. Leurs visages sont clairement reconnaissables, et la fille ne me ressemble en rien. Peau et cheveux complètement différents. En dessous, j'ai écrit « Nom de mon ex et nom de la maîtresse, histoire d'amour ». J'ai apporté les dossiers à l'église avant le service. Il y a un bureau à l'arrière avec des livrets de chant pour ceux qui oublient les leurs, et personne ne vérifie. Les ragots se sont répandus vite et fort. Les noms de mon ex et de sa maîtresse ont été insultés si violemment que le pasteur a dû intervenir pour que cela reste à peu près convenable pour les moins de 13 ans. Les gens étaient furieux contre mes beaux-parents pour avoir maltraité mes filles, mais ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais quand même en tort pour avoir demandé le divorce. Ils ont dit quelque chose comme « On peut comprendre qu'ils aient déraillé après le choc, peut-être qu'un jour ils reviendront vers la lumière, contrairement à ton mari adultère et sa Jézabel. » Je suppose qu'ils ont utilisé un mot bien pire que Jézabel. J'ai reçu 2 lettres d'excuses adressées à mes filles et une invitation à rejoindre l'église pour bénéficier de leur soutien. Quant à mes beaux-parents, ils ont été humiliés au point de quitter l'église. Ma belle-mère a ensuite posté sur son mur « Je me sens aliéné. Plus personne ne se soucie des personnes âgées de nos jours. Comme j'aimerais que mon cher fils soit encore en vie, lui, il aurait pris soin de moi et de son père. Avec quel argent, je me le demande, puisque c'était moi qui soutenais la famille financièrement. » Petite précision concernant le testament, mon ex-mari avait rédigé un testament nommant ses parents comme bénéficiaires. D'après ce qu'il m'avait dit, il m'avait affirmé avoir désigné nos filles à la place. Je n'ai pas insisté pour être la bénéficiaire moi-même, puisque dans mon propre testament, ce sont mes filles qui héritent, pas lui.